Histoire Les 7 colombes. Celui qui donne du plaisir le rencontre. La bonté est le lien de l'amitié et le crochet de l'amour. Celui qui ne sème pas ne récolte pas. Dont Chula vous a donné un avant-goût d'exemple. Et je vous donnerai le dessert. Si vous gardez à l'esprit ce que dit Caton. Parlez peu à table. Ayez donc la bonté de me prêter quelque temps vos oreilles. Et que le ciel les fasse s'étirer continuellement, pour écouter des choses agréables et amusantes. Il y avait autrefois dans le comté d'Arzano une bonne femme qui chaque année donnait naissance à un fils, jusqu'à ce qu'à la fin il y en eût 7, qui ressemblaient aux flûtes du dieu Pan, avec 7 roseaux, l'un plus grand que l'autre. Et quand ils eurent changé leurs premières dents, ils dirent à leur mère Jeanne Tella, « Écoute, mère, si, après tant de fils, tu n'as pas cette fois une fille, nous sommes résolus à quitter la maison et à aller errer à travers les terres. Monde comme les fils des merles. » Lorsque leur mère entendit cette triste annonce, elle pria le ciel de retirer une telle intention de ses fils et de l'empêcher de perdre 7 joyaux comme eux. Et quand l'heure de la naissance fut proche, les fils dirent à Jeanne Tella, « Nous nous retirerons au sommet de cette colline ou de ce rocher en face. Si tu donnes naissance à un fils, mets un encrier et une plume à la fenêtre. Mais si tu as une petite fille, mets une cuillère et une quenouille. Car si nous voyons le signal d'une fille, nous rentrerons chez nous et passerons le reste de notre vie sous tes ailes. Mais si nous voyons le signal d'un fils, alors oublie-nous, car tu sais peut-être que nous nous sommes retirés. » Peu après le départ des fils, il plut au ciel que Jeanne Tella enfanta une jolie petite fille. Puis elle dit à la nourrice de faire le signal aux frères. Mais la femme était si stupide et si confuse qu'elle leva l'encrier et la plume. Dès que les 7 frères virent ce signal, ils partirent et marchèrent ainsi, jusqu'à ce qu'au bout de 3 ans ils arrivèrent dans un bois où les arbres exécutaient la danse de l'épée au son d'une rivière qui faisait musique sur les pierres. Dans ce bois se trouvait la maison d'un ogre dont les yeux avaient été aveuglés pendant son sommeil par une femme. Il était si ennemi du sexe qu'il dévorait tous ceux qu'il pouvait attraper. Lorsque les jeunes gens arrivèrent chez l'ogre, fatigués de marcher et épuisés de faim, ils le prièrent, par pitié, de leur donner un morceau de pain. Et l'ogre répondit que s'ils voulaient le servir, il leur donnerait à manger, et qu'ils n'auraient rien d'autre à faire que de veiller sur lui comme un chien, chacun à tour de rôle pendant une journée. Les jeunes, en entendant cela, crurent avoir trouvé père et mère. Ils consentirent donc et restèrent au service de l'ogre qui, ayant appris leur nom par cœur, appelait tantôt Giangrazio, tantôt Secchiello, tantôt Pascal, tantôt Nuccio, tantôt Pone, tantôt Pezzilio, tantôt Carcavecchia, car c'est ainsi que les frères étaient nommés, et leur donnant une chambre dans la partie basse de la maison, il leur laissa de quoi vivre. Entre-temps, leur sœur avait grandi. Et apprenant que ces 7 frères, à cause de la bêtise de la nourrice, étaient partis parcourir le monde, et qu'on n'avait jamais eu de nouvelles d'eux, elle s'avisa d'aller à leur recherche. Et elle supplia et pria si longtemps sa mère, qu'à la fin, accablée par ses supplications, elle lui donna la permission de partir et l'habilla comme une pèlerine. Alors la jeune fille marchait et marchait, demandant partout où elle passait si quelqu'un avait vu 7 frères. Et elle continua ainsi son chemin, jusqu'à ce qu'enfin elle en reçoive des nouvelles dans une auberge, où, après avoir demandé le chemin du bois, un matin, à l'heure où le soleil, avec le canif de ses rayons, gratte les taches d'encre faites par la nuit sur la feuille du ciel, elle arriva à la maison de l'ogre, où elle fut reconnue par ses frères avec une grande joie,
qui maudissait l'encrier et la plume d'avoir écrit faussement pour eux un tel malheur. Alors, lui donnant 1000 caresses, ils lui dirent de rester tranquille dans leur chambre, afin que l'ogre ne la voyait pas, en lui ordonnant en même temps de donner une partie de ce qu'elle avait à manger à un chat qui se trouvait dans la chambre, sinon elle lui ferait du mal. Siana, car ainsi s'appelait la sœur, écrivit ce conseil dans le carnet de son cœur et partagea tout avec le chat, comme un bon compagnon, coupant toujours avec justice et disant « Ceci pour moi, ceci pour toi, ceci pour la fille du roi », donnant au chat sa part jusqu'au dernier morceau. Or, il arriva un jour que les frères, partant à la chasse à l'ogre, laissèrent à Siana un petit panier de pois chiches à cuisiner, et comme elle les cueillait, par malheur elle trouva parmi eux une noisette, qui était la pierre qui troublait sa tranquillité. Car l'ayant avalée sans en donner la moitié au chat, celui-ci par dépit sauta sur la table et souffla la bougie. Siana voyant cela, et ne sachant que faire, quitta la pièce, contrairement à l'ordre de ses frères, et entrant dans la chambre de l'ogre lui demanda un peu de lumière. Alors l'ogre, entendant une voix de femme, dit « Bienvenue, madame. Attendez un peu, vous avez trouvé ce que vous cherchiez. » Et en disant cela, il prit une pierre de gêne et, la barbouillant d'huile, il se mit à aiguiser ses défenses. Mais Siana, qui voyait la charrette sur une mauvaise route, s'emparant d'un bâton allumé, courut vers sa chambre, et, fermant la porte à l'intérieur, elle y plaça des barreaux, des tabourets, des lits, des tables, des pierres, et tout ce qu'il y avait dans la chambre. Dès que l'ogre eut mis un coup de couteau sur ses dents, il courut à la chambre des frères, et trouvant la porte fermée, il se mit à donner des coups de pied pour l'ouvrir. À ce bruit et à ce bruit, les 7 frères rentrèrent aussitôt à la maison, et s'entendirent accusés par l'ogre de trahison pour avoir fait de leur chambre un refuge pour une de ses ennemies, Giangrazio, qui était l'aîné et avait plus d'esprit que les autres, et voyant que les choses allaient mal, dit à l'ogre. Nous ne savons rien de cette affaire, et il se peut que cette méchante femme soit entrée par hasard dans la chambre pendant que nous étions à la chasse. Mais comme elle s'est fortifiée à l'intérieur, viens avec moi. Et je t'emmènerai dans un endroit où nous pourrons la saisir sans qu'elle puisse se défendre. Alors ils prirent l'ogre par la main et le conduisirent jusqu'à une fosse très profonde, où, le poussant, ils l'envoyèrent tête baissée au fond, et prenant une pelle qu'ils trouvèrent par terre, ils le couvrirent de terre. Alors ils dirent à leur sœur d'ouvrir la porte, et ils la jugèrent sévèrement pour la faute qu'elle avait commise et le danger dans lequel elle s'était mise, lui disant d'être plus prudente à l'avenir et de se garder de cueillir l'herbe à l'endroit où l'ogre était enterré, sinon il serait transformé en 7 colombes. Dieu me garde de vous attirer un tel malheur. Répondit Siana. Prenant donc possession de tous les biens et meubles de l'ogre, et se rendant maîtres de toute la maison, ils y vécurent assez gaiement, attendant que l'hiver passe et que le soleil, en prenant possession de la maison du taureau, fasse un présent. Sur terre d'une robe verte brodée de fleurs, lorsqu'ils pourraient repartir pour leur voyage de retour. Or, il arriva un jour que les frères allaient dans les montagnes chercher du bois pour se défendre contre le froid qui augmentait de jour en jour, qu'un pauvre pèlerin vint au bois de l'ogre et fit des grimaces à un singe qui était perché dans un pin, sur quoi le singe jeta un des sapins de l'arbre sur le crâne de l'homme, ce qui fit une bosse si terrible que le pauvre garçon poussa un grand cri. Siana entendant le bruit sortit, et prenant pitié de son désastre,
Elle arracha rapidement une branche de romarin d'une touffe qui poussait sur la tombe de l'ogre, puis elle lui en fit un pansement avec du pain bouilli et du sel, et après avoir donné à l'homme un petit déjeuner, elle le renvoya. Pendant que Siana déposait le drap et attendait ses frères, voilà. Elle vit venir voler 7 colombes qui lui dirent: Ah! Mieux vaut que ta main soit coupée, tu es la cause de tout notre malheur, avant qu'elle ne cueille ce maudit romarin et ne nous apporte une telle calamité. As-tu mangé les cervelles d'un chat, ô sœur, que tu as chassé nos conseils de ton esprit? Nous voici, transformés en oiseaux, en proie aux cerfs des 1000 ans, des faucons et des faucons. Nous voilà devenus compagnons des poules d'eau, des bécassines, des chardonnerets, pics, geais, hiboux, pies, choucasses, freux, étourneaux, bécasses, coqs, poules et poulets, dindes, merles, grives, pinsons, mésanges, troglodytes, vanneaux, linottes, verdiers, becs croisés, moucherolles, alouettes, pluviers, martines pêcheurs, bergeronnettes, roux, chardonnerets, moineaux, canards, oiseaux des champs, ramiers et bouvreuils. Chose rare que vous avez faite. Et maintenant nous pouvons retourner dans notre pays pour trouver des filets posés et des brindilles chaulées pour nous. Pour guérir la tête de pèlerin, tu as brisé la tête de 7 frères. Et il n'y a aucun secours pour notre malheur, à moins que tu ne trouves la mère du temps, qui te dira le chemin pour nous tirer d'affaire. Siana, ressemblant à une caille plumée devant la faute qu'elle avait commise, demanda pardon à ses frères et proposa de parcourir le monde jusqu'à ce qu'elle retrouve la demeure de la vieille femme. Alors, les priant de ne pas bouger de la maison jusqu'à son retour, de peur qu'aucun malheur ne leur arrive, elle partit et voyagea encore et encore sans jamais se fatiguer. Et quoiqu'elle marchât à pied, son désir d'aider ses frères lui servait de mulet avec lequel elle faisait 3000 à l'heure. Elle arriva enfin au bord de la mer, où, avec les coups des vagues, la mer frappait les rochers qui ne voulaient pas répéter le latin qu'elle leur donnait à faire. Ici, elle vit une énorme baleine qui lui dit: Ma jolie jeune fille, qu'est-ce que tu cherches? Et elle répondit: Je cherche la demeure de la mère du temps. Écoutez donc ce que vous devez faire, répondit la baleine. Longe tout droit cette rive, et en arrivant à la première rivière, suis-la jusqu'à sa source, et tu rencontreras quelqu'un qui te montrera le chemin. Mais fais-moi une bonté, quand tu trouveras la bonne vieille femme. Demandez-lui la faveur de m'indiquer un moyen par lequel je peux nager en toute sécurité, sans si souvent heurter les rochers et être jeté sur le sable. Faites-moi confiance, dit Siana. Puis remerciant la baleine de lui avoir montré le chemin, elle partit marcher le long du rivage. Et après un long voyage, elle arriva au fleuve, qui, comme un commis du trésor, versait de l'argent en argent au bord de la mer. Puis, remontant jusqu'à sa source, elle arriva dans une belle campagne, où la prairie rivalisait avec le ciel, déployant son manteau vert étoilé de fleurs. Et là elle rencontra une souris qui lui dit: Où vas-tu ainsi seule, ma jolie fille? Et Siana répondit: Je cherche la mère du temps. Vous avez un long chemin à parcourir, dit la souris. Mais ne vous découragez pas, tout a une fin. Marchez donc vers vos montagnes qui, comme les seigneurs libres de ces champs, prennent le titre d'altesse, et vous aurez bientôt de nouvelles nouvelles de ce que vous cherchez. Mais faites-moi une faveur. Quand vous arriverez à la maison que vous désirez trouver,
Demandez à la bonne vieille de vous dire ce que vous pouvez faire pour nous débarrasser de la tyrannie des chats. Puis commandez-moi, et je serai votre esclave. Siana, après avoir promis de faire cette bonté à la souris, se dirigea vers les montagnes qui, bien qu'elles paraissaient proches, semblaient ne jamais être atteintes. Mais étant enfin arrivée vers eux, elle s'assit fatiguée sur une pierre. Et là, elle vit une armée de fourmis, portant une grande réserve de blé, dont l'une se tournant vers Siana dit: « Qui es-tu et où vas-tu » Et Siana, qui était courtoise envers tout le monde, lui dit: « Je suis une malheureuse fille qui, pour une affaire qui me regarde, cherche la demeure de la mère du temps. Continuez plus loin, dit la fourmi, et là où ces montagnes s'ouvrent sur une grande plaine, vous obtiendrez plus de nouvelles. Mais faites-moi une grande faveur. Obtenez de la vieille femme le secret de ce que nous, les fourmis, pouvons faire pour vivre un bon moment. Un peu plus longtemps. Car il me semble une folie dans les affaires du monde d'accumuler une si grande réserve de nourriture pour une vie si courte, qui, comme la bougie d'un commissaire-priseur, s'éteint juste au meilleur des années. Soyez à l'aise, dit Siana, je vous rendrai la gentillesse que vous m'avez témoignée. Puis elle passa les montagnes et arriva dans une vaste plaine, et en le parcourant un peu, elle arriva à un grand chêne, mémorial de l'Antiquité, dont le fruit, une bouchée que le temps donne à cet âge amer de sa douceur perdue, avait le goût de friandise pour la jeune fille, qui était satisfaite. Avec peu. Alors le chêne, faisant des lèvres avec son écorce et une langue avec sa moelle, dit à Siana: « Où vas-tu si triste, ma petite fille ? Viens te reposer sous mon ombre. » Siana le remercia beaucoup, mais s'excusa en disant qu'elle partait en toute hâte retrouver la mère du temps. Et quand le chêne entendit cela, il répondit: « Tu n'es pas loin de sa demeure. Car avant de partir pour un autre jour de voyage, tu verras sur une montagne une maison dans laquelle tu trouveras celle que tu cherches. Mais si tu as autant de bonté que de beauté, je t'en prie, apprends pour moi ce que je peux faire pour retrouver mon honneur perdu. Car au lieu d'être la nourriture des grands hommes, je ne suis plus que la nourriture des porcs. » Laissez-moi faire, répondit Siana, je prendrai soin de vous servir. En disant cela, elle partit, et marchant sans jamais se reposer, elle arriva enfin au pied d'une montagne impertinente, qui sortait la tête vers les nuages. Là, elle trouva un vieillard qui, fatigué et épuisé, s'était allongé sur du foin, et dès qu'il vit Siana, il la reconnut tout de suite, et que c'était elle qui avait guéri sa bosse. Quand le vieillard entendit ce qu'elle cherchait, il lui dit qu'il portait autant le loyer du morceau de terre qu'il avait cultivé, et que le temps était un tyran qui usurpait tout dans le monde, réclamant un tribut de tous, et surtout de la part des gens de son âge. Et il ajouta qu'ayant reçu la gentillesse de Siana, il la rendrait maintenant au centuple en lui donnant de bonnes informations sur son arrivée à la montagne, et qu'il regrettait de ne pouvoir l'y accompagner, puisque sa vieillesse, condamnée à descendre plutôt qu'à monter, l'obligeait à rester au pied de ces montagnes, à faire des comptes au clair du temps, qui sont les travaux, les souffrances et les infirmités de la vie, et pour payer la dette de la nature. Alors le vieil homme lui dit: « Maintenant, ma jolie et innocente enfant, écoute-moi. Tu dois savoir qu'au sommet de cette montagne, tu trouveras une maison en ruine, qui a été construite il y a longtemps, hors du temps. Les murs sont fissurés, les fondations s'effritent, les portes vermoulues, les meubles tout usés, enfin tout est en ruine. D'un côté on voit des colonnes brisées,
de l'autre des statues brisées, et rien n'est visible. Laissez en bon état sauf un blason au-dessus de la porte, écartelé sur lequel vous verrez un serpent se mordant la queue, un cerf, un corbeau et un phénix. En entrant, vous verrez au sol, des dossiers, des scies, des faux, des faucilles, des serpes, et des centaines de vases pleins de cendres, avec les noms écrits dessus, comme des galipots dans une boutique d'apothicaire. Élon, Nili, Corinthe, Sagonte, Carthage, Troie, et 1000 autres villes, dont le temps a conservé les cendres comme trophée de ses conquêtes. Quand vous approcherez de la maison, cachez-vous jusqu'à ce que le temps s'écoule, et aussitôt qu'il sera sorti, entrez, et vous trouverez une vieille femme, avec une barbe qui touche terre et une bosse qui monte jusqu'au ciel. Ses cheveux, comme la queue d'un cheval gris pommelé, recouvrent ses talons. Son visage ressemble à un col tressé, aux plis raidis par l'amidon des années. La vieille femme est assise sur une horloge fixée à un mur, et ses sourcils sont si grands qu'ils éclipsent ses yeux, de sorte qu'elle ne pourra pas vous voir. Dès votre entrée, enlevez vite les poids de l'horloge, puis appelez la vieille femme et priez-la de répondre à vos questions. Sur quoi elle appellera aussitôt son fils pour qu'il vienne vous manger. Mais l'horloge sur laquelle est assise la vieille femme ayant perdu son poids, son fils ne peut plus bouger, et elle sera donc obligée de vous dire ce que vous désirez. Mais ne te fie à aucun serment qu'elle fera, à moins qu'elle ne jure par les ailes de son fils, et tu seras content. En disant ces paroles, le pauvre vieillard tomba et s'effondra, comme un cadavre ramené d'une catacombe à la. Alors Siana prit les cendres, et les mélangeant avec une pinte de larmes, elle fit une tombe et les enterra, priant le ciel de leur accorder le calme et le repos. Et gravissant la montagne jusqu'à ce qu'elle soit tout à fait essoufflée, elle attendit. Jusqu'à ce que vienne le temps, qui était un vieil homme avec une longue, très longue barbe et qui portait un très vieux manteau recouvert de bouts de papier sur lesquels étaient gravés les noms de diverses personnes. Il avait de grandes ailes et courait si vite qu'il fut hors de vue en un instant. Lorsque Siana entra dans la maison de sa mère, elle sursauta avec effroi à la vue de cette vieille puce noire, et saisissant aussitôt les poids de l'horloge, elle dit ce qu'elle voulait à la vieille femme, qui, poussant un grand cri, appela son fils. Mais Siana lui dit, « Tu peux te cogner la tête contre le mur aussi longtemps que tu voudras, car tu ne verras pas ton fils pendant que je tiendrai ses poids d'horloge. » Alors la vieille femme, se voyant déjouée, commença à cajoler Siana, en lui disant, « Lâche-les, ma chère, et n'arrête pas la course de mon fils. Car aucun homme vivant n'a jamais fait cela. Lâchez-les, et que le ciel vous préserve. Car je te promets, par l'acide de mon fils, avec lequel il ronge tout, que je ne te ferai aucun mal. » C'est du temps perdu, répondit Siana. Tu dois dire quelque chose de mieux si tu veux que je quitte mon emprise. Je te jure par ces dents qui rongent toutes les choses mortelles, que je te dirai tout ce que tu désires. Tout cela n'est rien, répondit Siana, car je sais que tu me trompes. Eh bien, alors, dit la vieille, je vous jure par ces ailes qui survolent tout que je vous ferai plus de plaisir que vous ne l'imaginez. Alors Siana, lâchant les poids, baisa la main de la vieille qui avait une peau moisie et une odeur nauséabonde. Et la vieille femme, voyant la courtoisie de la demoiselle, lui dit, « Cache-toi derrière cette porte, et quand le temps reviendra, je lui ferai me dire tout ce que tu voudras savoir. Et dès qu'il sortira, car il ne reste jamais tranquille au même endroit, vous pourrez partir. »
Mais ne vous laissez pas entendre ni voir, car il est tellement gourmand qu'il n'épargne même pas ses propres enfants. Et quand tout échoue, il se dévore lui-même, puis renaît. Siana fit ce que la vieille femme lui avait dit. Et, voilà. Peu de temps après, le temps vint voler vite, vite, haut et léger, et après avoir rongé tout ce qui lui tombait sous la main, il tomba à cause de la moisissure des murs. Il était sur le point de partir, lorsque sa mère lui raconta tout ce qu'elle avait entendu de Siana, le suppliant par le lait qu'elle lui avait donné de répondre exactement à toutes ses questions. Après 1000 supplications, son fils répondit, « On peut répondre à l'arbre qu'il ne peut jamais être prisé par les hommes tant qu'il garde des trésors enfouis sous ses racines. Aux souris, qu'elles ne seront jamais à l'abri du chat à moins qu'elle n'attache une clochette à sa patte pour leur dire quand elle arrive. Aux fourmis, qu'elles vivront 100 ans si elles peuvent se passer de voler, car quand la fourmi va mourir, elle m'aidait. Elle. À la baleine, qu'elle prenne bonne humeur et se lie d'amitié avec la souris de mer, qui lui servira de guide, afin qu'il ne se trompe jamais. Et aux colombes, que lorsqu'elles se poseront sur la colonne de richesse, elles reviendront à leur ancien état. En disant cela, Time partit pour courir son poste habituel. Et Siana, prenant congé de la vieille femme, descendit au pied de la montagne, juste au moment où les 7 colombes, qui avaient suivi les traces de leur sœur, y arrivaient. Fatiguées de voler si loin, elles s'arrêtèrent pour se reposer sur la corne d'un bœuf mort, et à peine descendues, elles y furent changées en beaux jeunes gens comme ils l'étaient au début. Mais tandis qu'ils s'émerveillaient de cela, ils entendirent la réponse que le temps leur avait donnée, et virent aussitôt que la corne, comme symbole de l'abondance, était la colonne de richesse dont le temps avait parlé. Puis, embrassant leur sœur avec une grande joie, ils se mirent tous sur le même chemin par lequel Siana était venue. Et quand ils arrivèrent au chêne et lui racontèrent ce que Siana avait entendu du temps, l'arbre les supplia de ôter le trésor de ses racines, car c'est à cause de cela que ses glands avaient perdu leur réputation. Alors les 7 frères, prenant une bêche qu'ils avaient trouvée dans un jardin, creusèrent jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à un grand tas d'argent en or, qu'ils divisèrent en 8 parties et se partagèrent entre eux et leurs sœurs, afin qu'ils puissent le porter loin commodément. Mais, fatigués du voyage et du fardeau, ils s'endormirent sous une haie. Bientôt, une bande de voleurs passant par là, et voyant les pauvres gens endormis, la tête sur des vêtements pleins d'argent, les attacha pieds et mains à des arbres et emporta leur argent, les laissant pleurer non seulement leur richesse, qui avait échappé entre leurs doigts dès qu'ils ont été retrouvés, mais leur vie. Car étant sans espoir de secours, ils risquaient soit de mourir bientôt de faim, soit d'apaiser la faim de quelques bêtes sauvages. Tandis qu'ils déploraient leur sort malheureux, survint la souris qui, aussitôt qu'elle entendit la réponse que le temps avait donnée, en échange du bon service, mordilla les cordes avec lesquelles ils étaient liés et les libéra. Et après être allés un peu plus loin, ils rencontrèrent en chemin la fourmi qui, entendant le conseil du temps, demanda à Siana pourquoi elle était si pâle et abattue. Et quand Siana lui raconta leur malheur et le tour que les voleurs leur avaient joué, la fourmi répondit: « Tais-toi. Je peux maintenant te remercier pour la bonté que tu m'as fait. Tu dois savoir que pendant que je transportais un chargement de grains sous terre, j'ai vu un endroit où ces chiens d'assassins cachent leur butin. Ils ont fait des trous sous un vieux bâtiment, dans lesquels ils ont enfermé toutes les choses qu'ils ont volées. Ils viennent de sortir pour quelques nouveaux vols, et je t'accompagnerai et te montrerai l'endroit,
afin que tu puisses récupérer ton argent. En disant cela, elle se dirigea vers des maisons en ruine et montra aux 7 frères l'entrée de la fosse. Alors Gian Grazio, qui était plus hardi que les autres, y entra et y trouva tout l'argent dont on leur avait volé. Puis l'emportant avec eux, ils partirent et se dirigèrent vers le bord de la mer, où ils trouvèrent la baleine et lui rapportèrent le bon conseil que le temps, qui est le père du conseil, leur avait donné. Et pendant qu'ils parlaient de leur voyage et de tout ce qui leur était arrivé, ils virent soudain apparaître les voleurs, armés jusqu'aux dents, qui avaient suivi leurs traces. À cette vue, ils s'écrièrent: Hélas! Hélas! Nous sommes maintenant tout à fait perdus, car voici les voleurs armés, et ils ne laisseront pas la peau sur nos corps. N'ayez crainte, répondit la baleine, car je peux vous sauver du feu, et je vous récompenserai ainsi de l'amour que vous m'avez montré. Alors montez sur mon dos et je vous transporterai rapidement vers un lieu sûr. Siana et ses frères, voyant l'ennemi sur leurs talons et l'eau jusqu'à la gorge, montèrent sur la baleine, qui, s'éloignant des rochers, les porta en vue de Naples. Mais ayant peur de les débarquer à cause des hauts fonds et des bas fonds, il dit: Où veux-tu que je te débarque? Sur la côte d'Amalfi? Et Gian Grazio répondit: Vois si cela ne peut être évité, mon cher poisson. Je ne veux débarquer nulle part par ici. Car à Massa on dit à peine bonjour, à Sorrente les voleurs sont nombreux, à Vico on dit que tu peux aller. À votre façon, à Castellammare personne ne dit comment vous allez. Alors la baleine, pour leur plaire, se retourna et se dirigea vers le rocher salé, où il les laissa, et ils furent débarqués par le premier bateau de pêche qui passa. Alors ils revinrent dans leur propre pays, sains et saufs et riches, pour la grande joie et la consolation de leur mère et de leur père. Et, grâce à la bonté de Siana, ils jouirent d'une vie heureuse, confirmant le vieil adage: Faites le bien chaque fois que vous le pouvez et oubliez-le. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonnez, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.